J'aimerais commencer avec une citation. Les enfants ne vont pas vous approcher et dire « Je vis des émotions difficiles en ce moment et je ne sais pas quoi faire ». Ils vont agir et se comporter de façon difficile. Ça veut dire la même chose. Prenez un instant pour y réfléchir. Cette citation remet vraiment en question plusieurs idées que nous pouvons parfois avoir au sujet des comportements des filles. Par exemple, il m'arrive d'entendre des commentaires comme « Ah, il cherche juste à attirer l'attention ». Tous les enfants ont peur de lui. Les parents ne veulent plus que leur enfant joue avec elle. Ou encore, son comportement est sorti de nulle part et rien ne l'a déclenché. Lorsque nous regardons les comportements de cette façon, nous risquons de voir comme l'enfant étant le problème. Mais si nous changeons notre perspective, nous pouvons voir quelque chose de différent. Les enfants font de leur mieux avec les habiletés et les capacités qu'ils possèdent à ce moment-là. Lorsqu'un enfant présente un comportement défi, ça nous indique souvent qu'il manque encore une habileté pour répondre à la situation de façon autrement. Cela est vrai pour tous les enfants, qu'ils aient ou non des besoins particuliers. Alors, plutôt que de nous demander qu'est-ce qui ne va pas chez cet enfant, nous pouvons nous demander qu'est-ce que cet enfant essaie de me communiquer. Parce qu'au fond, tout comportement est une forme de communication. Un comportement, c'est un message. Peut-être que l'enfant cherche à créer un lien avec l'adulte. Peut-être qu'il ne possède pas encore l'habileté attendue. Peut-être que l'activité est trop difficile, trop facile ou simplement peu intéressante pour lui ou elle. Peut-être que l'environnement est trop stimulant ou au contraire pas assez. Peut-être qu'il a besoin de soutien pour se réguler ou encore l'enfant est fatigué, a faim ou ne se sent pas bien. Lorsque nous commençons à voir les comportements comme des messages plutôt que des problèmes, cela change complètement notre façon d'intervenir, notre façon de réagir, notre façon de répondre. Et c'est cette perspective qui servira de fondement pour le reste de ce webinaire. Sur la diapositive précédente, nous avons parlé du fait que les comportements sont une forme de communication. Mais si un comportement est un message, qu'est-ce qui déclenche souvent ce message? Très souvent, il s'agit d'un état de stress. Pour mieux comprendre cela, j'aimerais vous présenter un concept. C'est la recette du stress, aussi connue sous l'acronyme CINE. Selon les travaux de la docteure Sonia Lupien et du Centre d'études sur le stress humain à Montréal, une situation devient stressante lorsqu'elle contient un ou plusieurs de ces ingrédients. Ceci est vrai pour enfants comme adultes. Parlons du contrôle faible, c'est le premier ingrédient. Nous aimons tous avoir un certain pouvoir ce qui nous arrive. Pourtant, dans la vie des enfants, plusieurs décisions sont prises pour eux. On leur dit quand ranger, quand manger, quand entrer, quand sortir, où s'asseoir et quoi faire. Même lorsque ces demandes sont raisonnables, elles peuvent créer un sentiment de contrôle faible. Le deuxième ingrédient est l'imprévisibilité. Lorsque nous ne savons pas ce qui va arriver, notre cerveau devient plus vigilant. Pensons à un enfant qui ne sait jamais comment un père va réagir lorsqu'il s'approche pour jouer. Lorsqu'il demande à son ami, il ne sait pas si son ami va dire oui ou non. Ou à un enfant qui n'est pas certain de la réaction qu'il recevra lorsqu'il fera une erreur. L'incertitude peut être très stressante. Le troisième ingrédient est la nouveauté. Les adultes oublient parfois à quel point les enfants vivent continuellement de nouvelles expériences. Au service de garde, une nouvelle salle, un nouveau groupe, un nouvel éducateur, un nouveau jeu, une nouvelle règle. Et ceci sont seulement les nouveautés à l'intérieur du service de garde. Pensons aussi à toutes les nouveautés qu'un enfant pourrait vivre à l'extérieur dans sa famille, dans son milieu familial. Ce qui nous semble banal peut représenter une grande nouveauté pour un enfant. Finalement, le quatrième ingrédient est l'ego menacé.
c'est le sentiment que nos capacités sont mises à l'épreuve ou que nous risquons de ne pas réussir. Par exemple, lorsqu'un enfant entend des commentaires comme « tes amis sont déjà tous prêts en attente pour toi. Combien de fois est-ce que je dois te le répéter? » Il peut vraiment commencer à douter ses capacités. Ceci peut vraiment brimer son estime de soi aussi. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à votre propre réalité. Imaginez que vous devez voyager dans un pays dont vous ne parlez pas la langue, ou que demain, on vous demande de remplacer le cuisinier ou la cuisinière, ou encore que vous travaillez avec une personne dont les réactions changent constamment d'une journée à l'autre. Peut-être même qu'on vous impose une planification que vous ne pouvez pas modifier, même si vous savez qu'elle ne répond pas aux besoins de votre groupe. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Pour plusieurs d'entre nous, ces situations provoqueraient un certain niveau de stress. La différence, c'est que nous sommes des adultes. Nous avons accumulé des expériences, des habiletés. Nous avons développé des stratégies pour faire face à certains de ces défis. Nous pouvons demander un conseil à un collègue, appeler un ami, parler à un membre de notre famille ou chercher du soutien professionnel. Les enfants n'ont pas accès à toutes ces ressources. Leur cerveau est encore en plein développement. Les régions responsables de la planification, de la gestion des émotions et du contrôle des impulsions ne sont pas encore pleinement développées. Et lorsque l'enfant présente une neurodivergence, une différence au niveau de son cerveau, un besoin particulier, ces défis peuvent être encore plus importants. Alors, lorsque nous observons un comportement défi, il est utile de nous demander quels ingrédients de la recette du stress sont présents pour cet enfant à ce moment et qu'est-ce que je peux faire pour réduire ce stress. Parce qu'au fond, les enfants ne sont pas difficiles. Ils vivent parfois des situations difficiles avec un cerveau qui est encore en train d'apprendre comment les gérer. C'est pourquoi ils ont besoin d'adultes qui agissent comme un pont entre le stress et le sentiment de sécurité. Et cela nous amène parfaitement au prochain concept. Le modèle du cerveau dans la main qui nous aide à comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'un enfant est submergé par le stress. Je vous invite maintenant à visionner une courte vidéo sur le modèle du cerveau dans la main. Vous trouverez le lien dans la description de cette présentation. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'une personne perçoit une menace. Ce que j'aime particulièrement de ce modèle, c'est qu'il nous rappelle que notre cerveau peut réagir extrêmement rapide à une menace, quelle que soit réelle ou perçue. Un enfant qui perçoit une menace, ça peut être un enfant qui pense qu'il n'aura pas la chance de participer à une certaine activité, avoir un autre enfant qui lui brise son jouet ou prend son jouet, de ne pas savoir quelle activité on va faire après la collation. Je suis certaine que vous pouvez faire des liens avec votre propre vécu. Imaginez que quelqu'un dépose soudainement un serpent en caoutchouc sur votre épaule. Même si vous découvrez quelques secondes plus tard qu'il est faux, votre corps et votre cerveau auront probablement déjà réagi. Ou imaginez que vous réalisez soudainement que votre sac à main ou votre porte-monnaie a disparu. Dans ces moments-là, nous pouvons perdre l'accès à notre pensée rationnelle. Notre cerveau passe en mode de survie. C'est pas un choix, c'est une réaction neurologique. Les enfants vivent exactement le même phénomène. Cependant, chez certains enfants, cette réaction peut être encore plus rapide et plus intense. Pensons aux enfants qui ont vécu des expériences difficiles ou traumatiques, ou encore aux enfants neurodivergents. Leur cerveau peut être davantage en état d'alerte et détecter des menaces là où d'autres n'en voient pas. Pour ces enfants, certaines situations du quotidien peuvent déclencher une réaction de stress importante. Une transition inattendue, un bruit fort, un changement de routine, une interaction sociale complexe ou même une demande qui semble simple pour les adultes. Lorsque cela se produit, l'enfant peut adopter une réaction de fuite, de combat ou d'immobilisation.
À ce moment-là, il n'est plus pleinement disponible pour écouter, raisonner ou résoudre le problème. C'est ici que notre rôle devient essentiel. Le cerveau d'en haut de l'adulte peut soutenir le cerveau d'en bas de l'enfant. Autrement dit, l'enfant emprunte temporairement le calme de l'adulte et la capacité de régulation jusqu'à ce qu'il puisse trouver les siennes. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. Lorsque nous restons présents, calmes et bienveillants, nous aidons le cerveau de l'enfant à retrouver un sentiment de sécurité. Et lorsque l'enfant se sent de nouveau en sécurité, il peut recommencer à réfléchir, à collaborer, à apprendre. Avant de poursuivre, je vous invite à faire une petite réflexion personnelle. Lorsque vous accompagnez des comportements défis ou des comportements moins désirables, comment se passe votre propre régulation émotionnelle? Il est important de se rappeler que nous ne pouvons pas offrir ce que nous n'avons pas nous-mêmes. Comme dit la docteure Dr. Jean Clinton, pour aider les enfants à être calmes, nous devons d'abord être calmes nous-mêmes. Notre propre état émotionnel influence directement celui des enfants. Plus nous sommes conscients de ce qui se passe en nous, plus nous sommes en mesure d'offrir le soutien dont les enfants ont besoin pour retrouver leur équilibre. Nous venons de voir que les enfants ont besoin d'adultes qui les aident à traverser les moments de stress et à retrouver un sentiment de sécurité. Alors, comment pouvons-nous jouer ce rôle au quotidien? Une des stratégies les plus puissantes, c'est de créer des liens d'attachement sécurisants. Lorsque nous créons ces liens, plusieurs choses se produisent. Les enfants développent un sentiment d'appartenance. Ils participent davantage à la vie du groupe. Ils sont plus disponibles pour apprendre de nouvelles habiletés. Et très souvent, nous prévenons l'apparition ou l'escalade de certains comportements liés au stress. Pour qu'un enfant puisse pleinement profiter de votre programme, il doit d'abord se sentir en sécurité et en confiance. Il doit savoir qu'il peut compter sur les adultes qui l'entourent pour répondre à ses besoins, que ces besoins soient physiques, émotionnels ou relationnels. Lorsqu'un enfant se sent accepté, compris et soutenu, il peut consacrer son énergie à jouer, explorer, apprendre et créer des liens avec les autres. Et cela est particulièrement important lorsqu'on pense ou on parle d'inclusion. Le sentiment d'appartenance est au cœur de l'expérience de chaque enfant. D'ailleurs, au cœur de l'expérience de chaque humain. Tous les enfants ont besoin de se sentir qu'ils ont leur place dans le groupe et qu'ils sont importants pour les adultes qui les entourent. Pendant longtemps, les approches traditionnelles de discipline nous ont amenés à croire que notre rôle consistait à trouver la bonne récompense ou la bonne conséquence pour modifier le comportement d'un enfant. Aujourd'hui, les connaissances, les recherches en développement de l'enfant nous amènent ailleurs. Nous savons maintenant que les relations sont au cœur du développement. Notre rôle n'est pas de contrôler les enfants, mais plutôt de construire avec eux une relation de confiance qui nous permettra de les accompagner lorsqu'ils vivent des défis, des conflits ou de grandes ou petites émotions. Alors, comment crée-t-on ces liens sécurisants? Souvent, ce sont les petits moments du quotidien qui ont le plus grand impact. Prendre quelques minutes pour discuter avec un enfant, jouer une partie rapide d'un jeu qui lui plaît, s'intéresser à ses passions, l'accueillir chaleureusement lorsqu'il arrive, faire de même lorsqu'il quitte, partager un sourire, partager un rire, manger ensemble ou simplement être présent et répondre de façon prévisible lorsqu'ils ont besoin de nous. Ces moments peuvent sembler simples, mais ils sont extrêmement puissants. On les appelle parfois des interactions service-retour. L'enfant nous tend une perche et nous, on répond. À travers ces échanges répétés, il apprend qu'il est vu, entendu et important. Petit à petit, la confiance se construit. Et lorsque cette confiance est présente, l'enfant est beaucoup plus en mesure de faire face aux défis qu'il rencontre pendant la journée.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de comportement indésirable. Tous les enfants vivent des moments difficiles, mais lorsqu'un enfant est solidement attaché à un adulte, il est souvent plus facile de l'aider à retrouver son calme avant que la situation s'intensifie. Les enfants apprennent mieux lorsqu'ils se sentent en sécurité. Ils prennent davantage de risques dans leurs apprentissages. Ils sont plus ouverts à essayer des nouvelles choses. Ils sont plus disposés à accepter de l'aide. Et en d'autres mots, la relation devient le fondement sur lequel tout le reste peut se construire. J'aimerais donc vous laisser avec cette réflexion. Parfois, lorsque nous cherchons des stratégies pour soutenir un enfant, nous pensons immédiatement à des outils, à des programmes, à des stratégies, à des interventions. Mais l'une des stratégies les plus puissantes est à notre portée. C'est notre présence. C'est notre calme, c'est notre prévisibilité, c'est notre intérêt sincère pour l'enfant. Parce que, à la fin de la journée, nous pouvons devenir pour un enfant le facteur qui lui permet de se sentir en sécurité, en confiance, de développer sa confiance, de réussir pleinement dans le programme. Parfois, ce qu'un enfant a le plus de besoin, ce n'est pas une nouvelle stratégie, mais un adulte qui est pleinement présent pour lui ou pour elle. Parlons du travail d'équipe. J'aimerais commencer avec une citation bien connue de Henry Ford. Se rassembler est un commencement. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est une réussite. Nous pouvons avoir un groupe d'enfants, une équipe de personnel éducateur et des familles qui fréquentent nos programmes. Mais la véritable réussite se construit lorsque nous travaillons ensemble envers des objectifs communs. Lorsqu'on réfléchit aux ingrédients d'une équipe forte, 4 éléments ressortent particulièrement. La collaboration, la communication, la constance et le sens d'appartenance. Commençons par la collaboration. La réussite d'un programme repose sur l'engagement de chaque membre du personnel éducateur envers tous les enfants du programme. Elle repose également sur l'implication de la superviseure ou de la direction et les partenariats avec les parents, les tuteurs, les partenaires communautaires, tels que votre consultante ressources. Aucun de nous ne possède toutes les réponses, mais c'est en mettant nos connaissances, nos expériences et nos perspectives en commun que nous pouvons mieux soutenir les enfants. Parlons de communication. Les équipes les plus efficaces ne sont pas nécessairement celles qui ont moins de défis. Ce sont souvent celles qui communiquent ouvertement lorsqu'un défi se présente. Communiquer, c'est partager l'information importante au bon moment. C'est aussi de s'assurer que les préoccupations sont abordées avant qu'elles ne deviennent de problèmes trop gros ou trop importants à gérer. Mais surtout, communiquer, c'est écouter. Écouter les observations de nos collègues, écouter les préoccupations de nos collègues et des familles, écouter les idées, les suggestions des autres membres de l'équipe. Lorsque chacun se sent entendu, il devient beaucoup plus facile de travailler ensemble. Le troisième élément est la constance. Les enfants ont besoin de prévisibilité pour se sentir en sécurité. Lorsque les attentes changent constamment d'un adulte à l'autre, les enfants peuvent vraiment devenir confus ou anxieux. C'est pourquoi il est important que toute l'équipe partage une compréhension commune des routines, des attentes, du fonctionnement du programme. Cela inclut également les membres du personnel suppléant. Lorsqu'on établit une attente, nous devons nous assurer qu'elle est réaliste, qu'elle est comprise par tous et surtout qu'elle est appliquée de façon constante. Et lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, ça ne signifie pas nécessairement que quelqu'un a échoué. C'est plutôt une occasion pour l'équipe de se réunir, d'en discuter, puis ensuite d'ajuster ses pratiques ensemble. Finalement, parlons du sens d'appartenance. Nous parlons souvent du sentiment d'appartenance des enfants, mais il est aussi important pour les adultes. Une équipe forte, c'est une équipe où chaque personne sent que sa contribution est importante.
Une équipe où les interactions sont respectueuses. Une équipe où les forces de chacun sont reconnues et valorisées. Une équipe où il est possible de poser des questions, de demander de l'aide, de partager ses idées sans crainte d'être jugé. La confiance, ça ne se développe pas du jour au lendemain. Elle se construit à travers des petites interactions quotidiennes. La communication ouverte, la constance de nos actions. Avec le temps, cela crée un environnement plus prévisible, plus sécurisant, autant pour les adultes que pour les enfants. En fin de compte, une équipe forte ne travaille pas simplement côte à côte. Elle réfléchit ensemble. Elle résout des problèmes ensemble. Elle construit ses pratiques ensemble. Il y a une responsabilité partagée, une confiance mutuelle et des objectifs communs centrés sur le bien-être et le développement des membres de l'équipe ainsi que des enfants. Et lorsque les adultes autour d'un enfant travaillent véritablement en équipe, cet enfant bénéficie d'un environnement beaucoup plus stable, constant et sécurisant pour apprendre, grandir et réussir. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé des comportements comme une forme de communication. Nous avons exploré l'impact du stress sur le cerveau des enfants, l'importance des relations sécurisantes et le rôle essentiel des adultes dans la co-régulation. Nous avons également vu que la réussite d'un programme repose sur une équipe qui communique, collabore et travaille avec constance. Maintenant, passons à une question très concrète. Comment pouvons-nous créer un environnement qui réduit le stress et favorise la réussite des enfants avant même que les défis apparaissent? Lorsque nous parlons de prévention, nous ne parlons pas simplement de gérer les comportements lorsqu'ils surviennent. Nous parlons plutôt de mettre en place des conditions qui permettent aux enfants de se sentir en sécurité, engagés et capables de participer pleinement. Pour y arriver, nous allons explorer 4 grands facteurs qui influencent directement l'expérience des enfants dans un programme parascolaire ou un camp d'été. L'aménagement de l'espace, la structure et les transitions, les réponses du personnel éducateur et finalement la programmation. Ces 4 éléments font tous partie de l'environnement de l'enfant et lorsqu'ils fonctionnent ensemble, ils contribuent à créer un milieu plus prévisible, plus inclusif et plus sécurisant. Il est également important de rappeler que ces facteurs ont un impact non seulement sur les enfants, mais aussi sur le personnel éducateur, le personnel suppléant et toute personne qui gravite autour du programme. Au cours des prochaines sections, nous examinerons chacun de ces éléments plus en détail et nous verrons comment des petits ajustements peuvent parfois avoir un impact très important sur le bien-être, la participation et la réussite des enfants. Créer un environnement sécurisant n'est pas la responsabilité d'une seule personne. C'est le résultat d'un travail d'équipe fondé sur la communication, la collaboration et la constance. Lorsque les adultes travaillent ensemble et répondent aux besoins des enfants de façon prévisible et bienveillante, les enfants se sentent davantage en confiance et prêts à participer pleinement au programme. Je vous invite à réfléchir à votre propre pratique et à celle de votre équipe. Pourquoi est-il important que l'adulte reste calme lorsque l'enfant vit des grandes émotions? Donnez un exemple de comment vous pouvez contribuer à un sentiment d'appartenance dans votre groupe et dans votre équipe. Pour vous soutenir dans la mise en pratique, nous avons également créé des fiches conseils et des listes de vérification pour chacun des éléments présentés dans ce webinaire. Ces outils peuvent vous servir de guide, de point de départ ou de feuille de route pour cibler vos objectifs et accompagner vos réflexions dans votre milieu. Vous trouverez tous les liens dans la description de ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et vos idées. Avant de terminer complètement, voici quelques façons de rester en contact avec nous et de poursuivre votre réflexion. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook à Inclusion Ottawa, emprunter des ressources dans notre bibliothèque ou encore vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet à bulletin.sige.ca pour découvrir davantage des outils et du contenu.